Faites le test. Essayez de vous rappeler la dernière fois où vous avez entendu, lu ou vu une femme décrypter un plan de relance ou s'emparer du sujet de la compliance. Une? Aucune? Grande absente des médias, les femmes représentent moins de 20% des intervenants. Vox Femina est né d'une envie, celle d'aider les femmes à se faire connaître et promouvoir leur domaine d'expertise. En un mot, rayonner. Ce podcast donne ainsi la parole à des femmes qui se sont lancées dans l'arène médiatique et nous partagent leurs bonnes pratiques pour réussir. Pitch & Talk, le podcast, ça commence maintenant. Maryse Olagnon, présidente de la Fédération des entreprises immobilières, œuvre dans le secteur de l'immobilier depuis plus de 30 ans. Elle s'est récemment lancée dans l'aventure entrepreneuriale en créant une start-up spécialisée dans le co-living. Elle met en avant ses 3 mots d'ordre pour une prise de parole réussie. Se préparer, respirer et oser. Pour commencer, pouvez-vous nous pitcher votre expertise ? Eh bien, j'ai avant tout une expertise dans le domaine immobilier et financier, maintenant, parce que je suis dans ce secteur depuis maintenant 30 ans environ. Mais mon début de carrière n'était pas du tout orienté comme cela, puisque j'ai commencé dans la fonction publique et plus précisément au Conseil d'État. Ce qui m'apporte le plus, c'est évidemment ce que je fais aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je tire un peu la quintessence de toutes mes expériences antérieures, puisque j'ai dirigé un établissement financier, j'ai été dans l'administration, j'ai été dans une foncière cotée, enfin créé et dirigé une foncière cotée. Et aujourd'hui, j'ai lancé une start-up à partir de zéro sur le thème du co-living. Pas nécessairement, et même pas du tout, le co-living dirigé vers les étudiants, mais le co-living dirigé, adressé, si je prends la formule anglaise, aux cadres de sociétés qui sont itinérants, soit parce qu'ils ont une mission temporaire, soit parce qu'ils viennent d'être impatriés en France et qu'ils vivent quelques mois sans avoir leur famille qui termine l'année scolaire, par exemple. Et puis plus récemment, et c'est une des conséquences très inattendues du Covid, ce sont ce que nous appelons en immobilier des pendulaires, donc des gens qui télétravaillent dans une résidence familiale pendant 3-4 jours et qui passent 2 à 3 jours par semaine à Paris dans une résidence qu'on peut appeler professionnelle. Quel souvenir avez-vous de votre première prise de parole publique ? Ma première prise de parole remonte à 1982. Elle a été assez calamiteuse, si j'en crois les articles qui ont suivi. Je n'avais pas du tout l'expérience de la prise de parole. À l'époque, j'étais conseiller technique au cabinet du ministre du Budget, qui m'a envoyé dans une conférence de presse présenter un projet de loi. Et je connaissais très bien le sujet. C'était un commentaire sur un projet de loi qui venait d'être rendu public et sur lequel j'avais travaillé. Donc je connaissais le sujet sur le fond, mais j'avais du mal à le présenter d'une manière apparemment intelligible pour les journalistes qui ont trouvé ça un peu confus. Je ne connaissais pas du tout la prise de parole et j'avais l'impression de bien expliquer les choses, mais les articles ont dit que j'avais une présentation un peu embarrassée du sujet. Donc j'en ai conclu que c'était calamiteux. Mais puis après, je me suis entraînée à la prise de parole. Donc depuis, je travaille beaucoup sur la simplicité et la clarté du message. Quelles étaient alors vos appréhensions ? Eh bien, c'est de ne pas savoir répondre à une question. Donc ça, c'est un peu le complexe du bon élève. Mais je n'avais pas mesuré que la prise de parole en public serait à ce point différente de celle que j'avais déjà l'habitude de prendre. J'ai toujours fait beaucoup d'enseignement, donc la prise de parole devant des élèves, enfin quand je dis des élèves, ce sont des étudiants, donc c'est en soi déjà un exercice formateur. Et puis la prise de parole dans les réunions, les arbitrages à Matignon. Quand on est au ministère du Budget, on est toujours en prise de position un peu antagoniste et c'est pour ça qu'on va en arbitrage à Matignon. Et donc c'est une prise de parole dans laquelle il y a des enjeux importants. Donc ça, j'avais déjà l'habitude, mais ça n'est pas du tout le même exercice qu'une conférence de presse. Voilà, c'est ce que j'ai appris à ce moment-là. Aviez-vous un modèle de femme inspirante ? Non, malheureusement, j'ai pas eu ça. Je ne crois pas, je ne me rappelle pas avoir eu ça.
Et c'est très dommage parce que ça permet d'éviter des erreurs, mais c'est sans doute un atout pour les nouvelles générations, parce que maintenant, des femmes inspirantes, il y en a beaucoup. Mais je vous parle de temps très reculé. Comment préparez-vous vos interventions ? En principe, je sais ce que je vais dire. Donc, j'y ai réfléchi un petit peu. Lorsque c'est un exposé dans une tribune, par exemple, dans lequel chacun des mots porte et peut être enregistré ou, disons, faire l'objet d'extraits publiés, je fais extrêmement attention et généralement je passe à l'écrit. Je m'enregistre avec un chronomètre pour mesurer la durée parce qu'on nous donne un temps imparti. Il n'y a rien de plus désagréable quand on est à une tribune, 4 ou 5 personnes, lorsque quelqu'un monopolise parce qu'il ne sait pas contrôler son temps. Donc je chronomètre plusieurs fois pour cibler les choses. Et puis après, une fois que j'ai fait ça, j'oublie tout et je reporte sur un petit papillon de papier l'arborescence des idées. Et normalement, ça marche. Donc il faut bien préparer le contenu, enfin le style de question qui va être posé, pas nécessairement chaque question, mais le style, et puis après réfléchir un petit peu au message précisément qu'on a envie de faire passer à cette occasion. Au-delà de la recommandation consistant à bien connaître son dossier et ne parler que si on a quelque chose à dire, lorsqu'on est dans l'exercice, ce que je constate, c'est qu'il y a une chose très importante et basique qui consiste à respirer. Il faut savoir respirer. Donc il ne faut pas, quand se coucher sur le micro, fermer les épaules et se recroqueviller parce que très vite on asphyxie, donc il faut respirer. Et ça c'est quelque chose qu'on apprend assez facilement. Si on est en public devant une salle, il faut savoir balayer la salle du regard pour que tout le monde se sente concerné par le discours. Enfin, c'est très basique ce que je dis là. Vous connaissez tous ces conseils de base. Que vous apportent ces prises de parole publiques ? Je considère que c'est très important. Il faut d'abord que c'est un investissement. Ça n'est pas une perte de temps. Donc quand on me le propose, j'accepte toujours. Quand il s'agit d'un séminaire ou d'un entretien professionnel. Donc c'est important aussi parce que ça permet de faire passer des messages. Et ça, c'est surtout vrai dans le cadre des entretiens attachés à ma mission de présidente de la fédération. Et c'est important parce que ça permet de faire connaître la société. Et donc, ça a généralement des effets induits. Il est rare que... Je n'ai même pas le souvenir. Il est rare que j'intervienne à une tribune ou dans une interview sans qu'après je reçoive des mails, des coups de fil. Donc il faut penser que ça a un impact. Pourquoi est-ce si important d'oser ? Parce qu'on fait des choix au départ. Donc si on décide de créer son entreprise, de diriger cette entreprise, si on accepte des fonctions, disons, corporatistes, professionnelles, ou des fonctions dans des conseils d'administration externes, eh bien à ce moment-là, il faut le faire bien. Et bien le faire implique de remplir un certain nombre de tâches, dont celle-là. Donc le véritable choix d'audace, si je puis dire, c'est le premier choix. Ça n'est pas d'accepter une interview, c'est de décider d'accepter telle ou telle fonction. Les femmes se sentent-elles moins légitimes ? Oui. En fait, si je tire les leçons de mon expérience, comme j'ai exercé dans plusieurs conseils d'administration importants extérieurs à ma société, j'ai très souvent été sollicitée par un certain nombre de femmes que je connaissais ou pas d'ailleurs. Parfois, ça vient à l'issue de ce genre d'interview pour me dire mais comment faire quelle formation dois-je faire préalablement ? Et en général, les femmes qui posent cette question sont déjà dirigeantes de société. Et donc, c'est une question qui n'est pas pertinente. Il faut évidemment connaître le droit des sociétés, le droit boursier. Donc, dans certains cas,
une formation préliminaire est importante, mais la véritable formation, c'est celle que l'entreprise dans laquelle vous entrez vous donne, et puis la lecture des dossiers. Et ce que je peux vous dire, mais je ne serai pas la seule à le dire, c'est que les femmes en général étudient très bien leurs dossiers. Donc leur légitimité vient de là, essentiellement. Quel conseil pourriez-vous donner à d'autres femmes ? D'oser précisément, parce qu'il n'y a aucune raison d'avoir des réticences mentales ou de s'auto-limiter. Mais le conseil, c'est qu'on ne parle que si on a quelque chose à dire. Vous venez d'écouter un épisode de Pitch & Talk, le podcast proposé par Vox Femina, en collaboration avec Anderby. Ensemble, engageons un mouvement collectif de mise en avant de la parole des femmes en tant qu'expertes dans les médias. Un nouveau témoignage inspirant est en préparation. À très vite!